Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le lundi 8 juin 2020 et je voudrais revenir avec vous sur les événements violents qui ont ensanglanté et qui continuent de troubler les États-Unis d'Amérique suite au décès le 25 mai dernier d'un Afro-Américain nommé George Floyd qui est mort du fait de la violence policière exercée par un policier à Minneapolis, un policier nommé Derek Chauvin. Cette victime a été étouffée à mort lors d'une arrestation musclée, comme on dit. C'est pas musclé, c'est une arrestation quand même, et qui a abouti à un mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette affaire? D'abord, évidemment, on ne peut que être effrayé, effondré par la mort de quelqu'un, dans tous les cas de figure, et lorsqu'il s'agit évidemment d'une arrestation, surtout que ça n'est pas, hélas, ça n'est pas la première fois que ça arrive aux États-Unis. J'allais dire que ça arrive même assez régulièrement. Alors il y en a évidemment qui vont prendre le parti de la victime, d'autres qui vont prendre le parti du policier, et de part et d'autre on échange des arguments. Du côté des policiers, on dit que la victime avait été déjà condamnée à 5 ans de prison pour vol à main armée, je crois, quelque chose comme ça. Du côté de la victime, on fait valoir que le policier avait été connu pour ses violences, qu'il n'avait jamais été condamné, etc., etc. Et puis en France, alors déjà, cette affaire a buzzer, comme on dit, a fait beaucoup d'émotions à travers le monde pour dénoncer le racisme latent de la société américaine, les violences policières, et on a vu se développer un mouvement mondial, en tout cas dans les pays développés, pour s'indigner de toute cette affaire. Et il y a effectivement de quoi être indigné. On ne peut pas admettre que quelqu'un soit étouffé à mort sur un trottoir lors d'une arrestation. Ce que je note, c'est qu'en France, il y a encore des personnes qui ont trouvé un moyen de jeter de l'huile sur le feu et de faire des opérations polémiques. Je pense que, par exemple, M. Zemmour, qui a dit que les Noirs aux États-Unis étaient d'abord tués par des Noirs, ce qui est exact en termes statistiques, puisque aux États-Unis, il y a des statistiques ethniques et raciales, mais on pourrait objecter à M. Zemmour que les Blancs sont essentiellement tués par des Blancs aux États-Unis, même si ça n'est pas exactement dans le même ratio. En tout cas, majoritairement, les Blancs aux États-Unis sont tués par des Blancs. On ne peut pas parler de ces questions-là sans parler de la société américaine et sans parler notamment de l'une des plaies essentielles de la société américaine, quelques-unes de ces plaies essentielles que sont le communautarisme, le racisme, la loi de l'argent et une violence extraordinaire dans ce pays qui est corrélée à la pauvreté et surtout aux extrêmes de richesse et aux inégalités sociales qui sont tout à fait considérables. Alors, je voudrais, avec la voix originale qu'essaye d'avoir l'Union populaire républicaine, nous on en appelle toujours à la raison des Français, des citoyens, je voudrais quand même faire remarquer en préambule que nous sommes dans un univers en France où nous avons des dirigeants qui, depuis maintenant des années, on pourrait même dire plusieurs décennies, notamment depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, et même on pourrait remonter à la 4e République en faisant un petit isolat de la période de Gaulle-Pompidou. On est dans un pays qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, passe son temps, les élites dirigeantes de la France, à vanter le modèle américain. Ça n'est que ça. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler dans d'autres conférences que après la Seconde Guerre mondiale, en échange du plan Marshall, c'est-à-dire en échange de l'argent que les États-Unis allaient apporter, notamment en France, mais dans les pays d'Europe occidentale, eh bien, s'agissant de la France, il y avait eu dans la foulée les accords Bloom-Burns, avec Burns du côté américain et Léon Blum du côté français, qui était ministre des Affaires étrangères, je crois, à ce moment-là, vers 46, et qui, en échange du plan Marshall, la France s'engageait à ouvrir son marché du cinéma, ses salles de cinéma, aux films américains, avec des quotas. Pourquoi cela? Parce que les États-Unis voulaient développer ce qu'on a conceptualisé aux États-Unis sous le nom de soft power, c'est-à-dire du pouvoir
D'où du pouvoir de le formatage des idées, hein, c'est-à-dire vendre l'American Way of Life, comme on dit, la façon de vivre des États-Unis. Et à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a vu se développer en Europe occidentale en général, en France en particulier, les films américains, les chansons américaines. On a vu arriver le Coca-Cola, les cigarettes blondes américaines, etc., pour progressivement imposer aux Français, sans qu'ils s'en rendent compte, un mode de référence, une référence culturelle permanente américaine. On en est rendu d'ailleurs au point que, actuellement, quand vous prenez votre voiture, si vous faites un long trajet autoroutier en France, de jour et a fortiori de nuit, que vous écoutez les chaînes de radio sur la bande FM, vous noterez, sauf si vous allez sur une ou deux stations spécialisées, comme Chante France, mais pour l'essentiel, vous avez des chansons américaines. Ou des chansons en anglo-américain. On n'imagine pas l'inverse, on n'imagine pas que quelqu'un prenant sa voiture pour aller de Houston, Texas, à Oklahoma City, ou bien pour aller de Denver du Colorado jusqu'à Los Angeles par des heures et des heures d'autoroute, eh bien, quelles que soient les chaînes de radio qu'il écoute sur la bande FM, il entendrait des chansons de Georges Brassens, de Mireille Mathieu, de Claude François, de Johnny Hallyday, de Michel Polnareff, de Claude Nougaro. Enfin, les gens seraient extrêmement choqués, voilà, de même que les Français seraient extrêmement choqués aussi, en France, si, au lieu d'entendre des chansons américaines, on entendait constamment des chansons chinoises, ou des chansons vietnamiennes, ou des chansons égyptiennes, ou des chansons russes, toute la sainte journée et pendant des trajets. Donc le fait que les Français, par exemple, ne réagissent plus à ça, ça prouve qu'il y a une guerre de soft power, une guerre pour agir sur les mentalités qui s'est développée depuis des années et qui prend diverses formes avec les films américains, les chansons américaines, le mode de vie américain, les valeurs américaines, les fast-food à l'américaine, la nourriture américaine, etc., etc., etc. Voilà. Et puis, je voudrais dire aussi autre chose, c'est que nos dirigeants, dans le monde politique comme dans le monde médiatique, et souvent aussi dans le monde économique, en tout cas dans les très grandes entreprises, sont bercés dans une espèce d'adoration puérile, en définitive, du modèle nord-américain. Voilà. Bien qu'il trouve, par exemple, son origine dans l'initiative franco-allemande qui a été lancée par Macron et Merkel, vous avez entendu parler de ce plan de relance européen de 750 milliards d'euros, sur lequel je reviendrai dans une prochaine vidéo, qui a été annoncé par la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen. Eh bien, ce plan qui a été créé par dont l'initiative a été remonte à Macron et Merkel. Eh bien, lorsque Madame von der Leyen l'a présenté à la presse, elle l'a présenté sous une expression américaine. Ce plan s'appelle Next Generation EU, ce qui veut dire la prochaine génération de l'Union européenne. Pourquoi en anglais ? Alors que Mme Merkel, a priori, c'est de l'allemand, et Mme von der Leyen aussi, et M. Macron, a priori, c'est du français. Pourquoi avoir appelé ça en anglais ? C'est d'autant plus intéressant à relever que depuis le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, il n'y a plus un seul pays membre au sein des 27 pays membres de l'Union européenne dont la langue officielle soit la seule langue anglaise. Il n'y a que 2 des 27 États qui reconnaissent la langue anglaise avec un statut de co-langue officielle, c'est l'Irlande et l'île de Malte. L'Irlande reconnaît 2 langues officielles, l'anglais et l'irlandais, et l'île de Malte reconnaît 2 langues officielles, l'anglais et le maltais. Mais il n'y a aucun pays qui n'ait que l'anglais comme langue officielle. Néanmoins, je vous l'ai dit, ce plan est en anglais, et d'ailleurs la plupart des documents émanant de la Commission européenne sont désormais en langue anglaise, de l'ordre de 90%. D'ailleurs, si vous allez sur le site de la Commission européenne et que vous regardez tout ce qui est publié, vous verrez que tout est en anglais, et que dans certains cas, certains textes sont publiés dans les 23 autres langues officielles théoriquement de l'Union européenne, mais en gros, la part du lion est donnée à l'anglais. Cette soumission idéologique des européistes aux États-Unis d'Amérique, cette fascination enfantine pour tout ce qui vient d'outre-Atlantique, trouve donc sa énième illustration dans ce Next Generation EU. Mais on a pu le noter à d'autres égards, et en particulier
à l'égard justement de cette annonce, de ce plan. Je fais référence ici à un article du 27 mai 2020 du journal Le Monde que vous allez voir apparaître à l'écran. Et qu'est-ce que l'on lit dans ce journal, dans cet article du journal Le Monde? Eh bien, deux choses qui témoignent vraiment d'une espèce de, encore une fois, d'une fascination pour le modèle américain. Deuxièmement, il y est question d'un moment hamiltonien. Un moment hamiltonien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça fait référence à un personnage que 99,9% des Français ne connaissent pas, dont ils ignorent l'existence même, qui est Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, qui fait partie de l'histoire américaine, mais que les Français ne connaissent pas. Donc déjà faire référence à cet homme et à ce passage de l'histoire américaine que personne ne connaît, ça montre déjà une espèce d'asservissement mental. Eh bien, Alexander Hamilton, c'est un homme politique américain qui vit à la fin du XVIIIe siècle. Donc les États-Unis d'Amérique sont indépendants depuis 1784 avec le traité de Versailles. Ils ont proclamé leur indépendance le 4 juillet 1776. Et donc, à la fin du XVIIIe siècle, Alexander Hamilton, c'est un homme politique, c'est un financier, un banquier, c'est un officier militaire américain et qui va fonder le Parti fédéraliste. De quoi s'agit-il? Alexander Hamilton est partisan que les colonies américaines, les 13 colonies américaines qui ont acquis leur indépendance, elles ont encore ce sont des États qui se sont fédérés, des États-Unis, mais Alexander Hamilton voudrait qu'il y ait une véritable fédération américaine et de donner le pouvoir au centre névralgique à Washington, à la fédération. Et de ce point de vue-là, eh bien, il va lancer l'idée, il va intervenir pour qu'il y ait un véritable budget fédéral qui apparaisse et qui donc va progressivement donner les assises d'un État fédéral central avec comme capitale Washington, et puis les États-Unis d'Amérique, ces colonies vont devenir progressivement des États fédérés. Et donc c'est cette volonté d'avoir ce budget fédéral qui va mener à bien et qui fait parler les européistes du moment hamiltonien, en disant que cette fameuse initiative franco-allemande avec le fait que la Commission européenne va s'endetter pour des sommes importantes pour le compte des États membres de l'Union européenne avec un budget, donc le budget de la Commission européenne sera fondé pour une partie importante sur la dette, et bien que ce serait ce qu'ils appellent un moment hamiltonien. Donc ils font un parallèle avec cette histoire des États-Unis d'Amérique. Parallèle qui d'ailleurs est complètement fallacieux puisque, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus, il ne s'agit pas du tout d'une dette mutualisée, contrairement à ce qui a été dit et redit et redit dans tous les médias français, c'est faux. Il s'agit d'une dette de la Commission européenne qui est effectivement, qui va être remboursée par les États qui font partie de la Commission européenne, mais selon des clés de répartition comparables à ce qu'il y a dans le budget, j'imagine, dans le budget de la Commission. Donc il y a une limitation à l'endettement. Ça veut dire que l'Allemagne, par exemple, si cette affaire se fait, parce qu'on est très loin qu'elle se fasse, l'Allemagne ne sera pas responsable de l'ensemble des dettes si d'aventure, par exemple, tous les pays du Sud ne réglaient pas leurs dettes. À ce propos d'Alexander Hamilton, qui est mentionné dans cet article du journal Le Monde, qui a été repris d'ailleurs, je crois, par Bernard Guetta, qui est un journaliste connu, ce Alexander Hamilton n'avait pas que des qualités. En tout cas, à vue de notre époque, c'était quand même quelqu'un qui était en bon fédéraliste, pensait exactement qu'il fallait mater l'opinion publique et le peuple. Il a eu cette phrase qui est restée célèbre. Il a dit « Le peuple est turbulent et changeant. Rarement il juge ou décide raisonnablement ». Donc monsieur Hamilton, Alexander Hamilton, fait partie de ces fédéralistes qui considèrent que la démocratie c'est très bien, mais à condition que l'on dirige les peuples comme un troupeau. Deuxième chose notable dans cet article du journal Le Monde dont je parlais à l'instant, c'est qu'il y est question non seulement d'un moment hamiltonien, mais également de Green Deal, à propos de l'une des priorités de la Commission européenne, qui pourra conditionner l'octroi des fonds issus des 500 milliards d'euros, donc à des projets dans l'écologie, les projets, l'économie verte, etc. Évidemment, quand on parle de Green Deal, c'est une référence directe au New Deal de Roosevelt dans les années 30, qu'il avait lancé pour essayer de résoudre le chômage. On est donc là encore dans une référence complètement états-unienne, qui doit laisser sur le bord de la route 90% des Français qui ne comprennent pas très bien.
En d'autres termes, et c'était le préambule de ce que je voulais dire avant de poursuivre, c'est que nous vivons en France dans un état d'esprit avec des dirigeants qui sont complètement formatés par les États-Unis d'Amérique. Vous le savez, je reviens sur cette affaire, beaucoup de nos dirigeants sont des alumni, comme on dit, des anciens élèves ou des de ce qu'on appelle les young leaders, c'est-à-dire les jeunes futurs dirigeants de la French American Foundation qui a été créée depuis maintenant, c'était sous Giscard, et qui a vocation à sélectionner les élites de demain dans une bonne entente avec les États-Unis d'Amérique. Et de fait, lorsqu'on prend la liste d'un certain nombre de dirigeants politiques français qui font partie de la qui ont été des young leaders sélectionnés par la French American Foundation, on ne peut qu'être assez stupéfait de constater qu'il y a François Hollande parmi les young leaders, Emmanuel Macron, Pierre Moscovici, Édouard Philippe, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Alain Minc, Arnaud Montebourg, Valérie Pécresse, Marisol Touraine, Najat Vallaud-Belkacem, Cédric Villani, Laurent Wauquiez, et j'en passe. Sans parler d'ailleurs d'un certain nombre de journalistes, notamment je parlais de Bernard Guetta tout à l'heure, mais également Laurent Geoffrin, actuellement à la tête de Libération. Tout ça, ce sont des gens qui ont été des young leaders de la French American Foundation, donc qui ont été aux alentours entre 25 et 30 ans en général, ont été sélectionnés pour faire partie d'une espèce d'élite transatlantique et donc estampillée États-Unis d'Amérique. Côté américain d'ailleurs, il y a également du beau monde, si j'ose dire, puisqu'on fait partie de la French American Foundation, rien moins que Bill Clinton, que sa femme Hillary Clinton ou que Barack Obama. Alors c'est là que je voudrais maintenant en venir. C'est que ce sont les mêmes qui n'ont en réalité que le modèle américain à l'esprit. Le moment hamiltonien, la fédération des États-Unis d'Europe, avoir une monnaie unique, s'inspirer des États-Unis d'Amérique dans tous les domaines, coller notre politique étrangère sur celle des États-Unis dans de très nombreux domaines, appartenir à l'OTAN, etc., etc., etc. Eh ben, ce sont les mêmes qui, lorsqu'il y a un événement terrible, comme le fait que les villes américaines s'embrasent suite à la mort de George Floyd, et ça n'est pas la première fois que ça arrive. Rappelons-nous des émeutes de Los Angeles, les émeutes de Watts en 1964. Ce sont les mêmes qui, d'un seul coup, découvrent l'Amérique, si j'ose dire, en disant « c'est épouvantable ce qui se passe aux États-Unis ». Il faudrait savoir. Donc la question de fond, sur laquelle je vous invite à tous réfléchir, c'est de savoir est-ce que les États-Unis d'Amérique sont vraiment le modèle à suivre ? Qu'est-ce qui s'y passe, en définitive? Alors, de ce point de vue-là, je voudrais attirer, je vais pas parler pendant des heures, mais quoi qu'il y aurait de quoi en parler pendant des heures, mais je voudrais attirer votre attention sur quelques faits essentiels des États-Unis. D'abord, sur les inégalités. C'est le pays des inégalités. Il y a les fortunes les plus mirobolantes, il y a les hommes les plus riches de la Terre qui vivent aux États-Unis. Je pense à Bill Gates, je pense à Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, et le fondateur de Microsoft auparavant. Voilà, ce sont des gens dont la fortune se chiffre en centaines et centaines et centaines de milliards de dollars. Et à l'autre bout de la société américaine, vous avez des pauvres en grand nombre. Alors les indices sur la pauvreté font l'objet de beaucoup de polémiques aux États-Unis parce qu'il y a toute une série de personnes qui sont en dehors des statistiques. Et puis vous avez énormément aux États-Unis d'immigrés clandestins qui, comme tous les immigrés clandestins dans tous les pays du monde, acceptent souvent, pour ne pas dire toujours, des conditions de travail et des conditions salariales qui sont à la limite de l'indigence, bien entendu, pour pouvoir survivre. Donc d'abord et avant tout, les États-Unis d'Amérique, c'est le pays des inégalités qui est fondé, comme vous le savez, sur une véritable histoire des États-Unis, c'est-à-dire l'histoire de des personnes qui ont quitté
le vieux continent européen au XVIIe siècle pour bâtir sur une espèce de Jérusalem terrestre, hein, loin des vieux pays d'Europe, d'ailleurs en dénigrant le principe même des États, en voulant faire fortune soi-même. Et ça a été le grand mythe du self-made man, c'est-à-dire des personnes qui arrivaient sans rien et qui, à force de travail, de combines, de ruses, d'énergie, de courage, mais aussi de choses trappes, hein, tous les coups sont permis, pour en fait faire fortune, comme si le critère essentiel dans la vie, c'était fondamentalement d'avoir de l'argent. Ce qui est d'ailleurs, malheureusement, exactement le modèle qu'on impose aux peuples d'Europe avec notamment les traités européens et l'ultralibéralisme, et qu'on impose à des peuples comme les peuples d'Europe du Sud, qui, eux, sont les héritiers d'une très longue histoire, notamment religieuse, avec l'Église catholique, en Italie, en Espagne, au Portugal, en France. Et vous savez que dans l'Église catholique, plus que dans l'Église protestante, dans l'Église catholique, il y a un certain dédain ou mépris vis-à-vis de l'argent. Hein, c'est-à-dire que l'argent est quand même tenu en lisière. Voilà, c'est dire à quel point le modèle de société que l'on nous impose, où on nous met en avant maintenant des gens qui ont des fortunes extraordinaires en France, il y a 40 ans ou 50 ans, ça n'existait pas. La corrélation entre il y a des corrélations avec la pauvreté et cette montée des inégalités, eh bien, c'est un mode de vie. Un mode de vie qui se traduit aux États-Unis par le fait que énormément d'Américains vivent de façon malsaine, notamment du point de vue de l'alimentation, et mangent des fast-foods. Les fast-foods, je peux vous assurer que dans les années jusqu'aux années 1980 du XXe siècle, il n'y avait pas de fast-food en France. Ça n'existait pas. Et puis à partir des années 80, et notamment à partir de la libre circulation des mouvements de capitaux, eh bien, des chaînes de fast-food ont pu investir en France, des chaînes américaines, et on a vu arriver McDonald's, on a vu arriver le Kentucky Fried Chicken, on a vu arriver les différentes chaînes de fast-food, avec ensuite d'ailleurs des copies de ce genre de choses. Or, ça, plus la nourriture industrielle, la nourriture bas de gamme, les poulets en batterie, les frites, l'huile, le sucre, etc., a conduit à un phénomène venu des États-Unis qui se répand d'ailleurs dans la planète entière, mais qui prend des proportions incroyables aux États-Unis, c'est le développement du surpoids et de l'obésité. Regardez ces deux graphiques sur l'évolution du surpoids et de l'obésité aux États-Unis d'Amérique pour les hommes et pour les femmes. Eh bien, si vous regardez ces graphiques, vous découvrirez l'évolution du taux d'obésité chez les Américains de 20 à 74 ans au cours des 55 dernières années, c'est-à-dire de 1960 à 2015. Et sur ce graphique, en jaune figure le pourcentage de personnes en surpoids. Là, en orange, ça calcule à partir de l'indice IMC. En orange, le pourcentage de personnes en obésité moyenne. Et en rouge, le pourcentage de personnes en obésité sévère ou morbide. Et donc vous voyez qu'il y a quand même véritablement un souci colossal, puisque cette obésité notamment du stade 2 et encore plus du stade 3 est en croissance phénoménale depuis environ une vingtaine d'années, avec tout ce que ça a comme conséquence en termes de maladies cardiovasculaires, de maladies de dégénérescence, etc. Or, cette évolution que l'on retrouve malheureusement dans les pays de l'OCDE, qui vient du mode de vie extrêmement stressant auquel sont soumis les gens, où les gens ont de moins en moins de temps, avec les familles décomposées, puisque donc tout le monde va travailler pour gagner sa croûte, et puis il y a les gens n'ont pas le temps de faire à manger, les gens n'ont plus le temps de rien, et vous avez en plus la publicité lancinante qui fait que ça pousse les gens à aller dans ce genre de restaurants qui sont bon marché par rapport au reste. Eh bien, ça a ses effets complètement délétères. Autre chose, eh bien, c'est que la pauvreté, les inégalités sociales provoquent, eh bien, la création de ghettos et d'émeutes raciales. On l'a vu, j'en parlais tout à l'heure, avec les émeutes de Watts en 1964, et on voit un phénomène aux États-Unis que tout le monde connaît, qui est le phénomène des ghettos. Alors, les ghettos sociaux, il y a toujours eu, par exemple en France, il y a toujours eu des quartiers, comme en France comme partout dans le monde d'ailleurs, il y a toujours eu des quartiers chics, des quartiers avec la classe moyenne et des quartiers pauvres. On ne peut pas dire le contraire.
Mais néanmoins, dans le concept de ghetto à l'américaine, c'est vraiment des concepts qui sont fondés sur l'ethnie ou la race. Hein, il y a tout le monde, les Français qui allaient aux États-Unis dans les années 1950 et 1960 étaient stupéfaits lorsqu'ils arrivaient à New York d'aller voir Little Italy, qui était l'endroit où il y avait des Italiens immigrés qui s'étaient installés. Et puis quelques rues après, il y avait Chinatown, où il y avait donc là d'un seul coup des restaurants chinois et compagnie. Et puis après ça, on allait à Harlem, et là, il y avait plus que des Afro-Américains. Pour l'œil, c'est intéressant de voir, c'est que pour l'œil d'un Français de 1955 ou 1962, quand il se rendait aux États-Unis, les Français étaient surpris de ça, très surpris. On l'est malheureusement moins maintenant parce que, d'abord, on a vu et revu à satiété toutes les images venant des États-Unis d'Amérique et notamment par les films, mais le même phénomène a commencé à se développer dans les pays d'Europe occidentale et en France. Cela étant, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion, le phénomène en France n'a rien à voir avec le phénomène qu'on trouve de ghettoisation aux États-Unis. Et puis, il y a encore autre chose. C'est la violence que déclenche tout ça. Parce que vous avez la pauvreté, qui induit un mode de vie malsain, qui induit des maladies, et qui induit aussi des ghettos, et qui induit le fait que des gens, à leur naissance, eh bien, on sait en gros le risque qu'ils ont d'avoir une vie très modeste, ou au contraire de terminer dans les grandes universités américaines, dépend très largement de leur naissance, sachant que tous les correctifs sociaux qui ont pu être apportés, comme dans un pays comme la France, la promotion au mérite, l'école républicaine, etc. Je dis pas que ça n'existe pas aux États-Unis, il y a des systèmes de bourse, mais c'est quand même très atténué. Eh bien, tout ceci fait qu'il y a un sentiment d'injustice qui s'est développé dans ce pays et qui aboutit à un taux de violence absolument inimaginable, qui trouve d'ailleurs son apogée, si l'on peut dire, son apogée macabre, dans les tueries de masse, ce qu'on appelle les mass shootings aux États-Unis. Les tueries de masse viennent du fait qu'aux États-Unis d'Amérique, eh bien, il y a un nombre, beaucoup d'Américains qui disposent de leur propre armement, puisque les armes sont en vente libre, comme vous le savez, et qu'il y a des associations, notamment la National Rifle Association, qui fait un lobbying tout à fait fondamental, notamment auprès des dirigeants politiques, tout spécialement des dirigeants du Parti républicain, mais aussi de l'autre côté, chez les démocrates, de telle sorte que l'on ne revienne pas sur la possibilité qu'ont les Américains, eh bien, de s'armer eux-mêmes. Alors, je vous ai sorti ici quelques graphiques. Vous avez ici, sur cette courbe bleue, le nombre de tueries de masse aux États-Unis de 1966 à 2015. Regardez cette courbe. Vous voyez que quand on est en 1966, on a quand même un nombre qui est encore limité. Ce qu'on appelle une tuerie de masse aux États-Unis, je crois que c'est à partir du moment où il y a plus de 2 ou 3 morts d'un coup. Hein. Donc c'est pas, là, ça n'est pas la courbe des assassinats. Il y a énormément plus d'assassinats. Là, on appelle, c'est les mass shootings. Je crois qu'il faut qu'il y ait 2 ou 3 morts ou blessés d'un seul coup. Et vous voyez qu'il y a, avec des hauts et des bas selon les années, mais vous voyez qu'il y a une tendance à la croissance absolument phénoménale de ce nombre de tueries de masse, avec d'ailleurs des tueries de masse qui ont malheureusement défrayé la chronique lorsqu'on apprend que d'un seul coup, eh bien, il y a un Américain qui s'est réfugié, l'autre fois c'était à Las Vegas, du haut d'un hôtel, et il y avait un Américain qui devait avoir une 50aine d'années qui a tiré sur une foule avec une mitraillette et qui a fait je ne sais plus combien de dizaines de morts. Donc ça, c'est le premier graphique. Le deuxième graphique que je voulais vous montrer, également sur les tueries de masse aux États-Unis. Ici, vous avez le nombre de morts assassinés dans des tueries de masse de 1966 à 2015. Là, vous avez donc là, cette fois-ci, le nombre de morts. Dans les tueries de masse, hein, c'est pas le nombre de morts au total assassinés aux États-Unis. Vous voyez là aussi la tendance à une croissance exponentielle si on lisse la courbe. Et puis, dans le troisième graphique que je voulais vous présenter, il y a également le nombre de morts assassinés dans des tueries de masse aux États-Unis, cette fois-ci de 95 à 2017, et cette fois-ci, donc, vous voyez, avec une courbe et qui est lissée, si l'on peut dire. On voit donc qu'il y a une croissance qui est quasiment exponentielle
sur longue période de ce nombre de morts assassinés dans des tueries de masse. Il y a d'ailleurs, pour les personnes intéressées, je signale que vous trouverez sur Internet des informations avec des associations américaines et qui ont créé des sites Internet justement pour recenser le nombre de tueries de masse. Vous tapez mass shootings et vous verrez qu'il y a des choses absolument incroyables. Moi, j'ai découvert ça, c'est qu'il n'y a pas de semaine, on pourrait même dire qu'il n'y a pas de jour où aux États-Unis, il n'y a pas quelqu'un qui tire dans le tas. C'est-à-dire, moi, je croyais que c'était une fois tous les ans, ou une fois tous les 6 mois. Non, non, pas du tout. Toutes les semaines, et parfois plusieurs fois par semaine, vous avez dans tel ou tel État, donc un jour ça va être dans l'Illinois, le lendemain ça va être au Texas, après ça en Caroline du Nord, après ça va être du côté de la Pennsylvanie. Vous avez des gens de tout, qui tirent dans le tas. On a vu notamment, y compris des étudiants, comme vous le savez. Et puis, encore un autre critère de la société américaine, c'est le taux d'incarcération. Puisque là, je vous ai montré les tueries de masse. Mais le taux d'incarcération, c'est quelles sont les personnes qui vont en prison, alors en préventive ou après condamnation, et qui vont en prison et rapporter ce taux d'incarcération par centaines de milliers d'habitants. Et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit, en fait, que les États-Unis d'Amérique sont le record mondial du taux d'incarcération par centaines de milliers d'habitants. J'ai retrouvé des statistiques. Alors, j'ai pas pris tous les pays du monde, mais je vais vous présenter quelques pays pour que ça vous donne à réfléchir. Il y a un pays, c'est un tout petit État, qui a 0 incarcérés par centaines de milliers d'habitants. Vous devinez peut-être lequel, c'est le Vatican. Il est un État souverain. Il y a 0 personnes incarcérées au Vatican. C'est un cas, c'est un peu, heureusement, si j'ose dire, heureusement que c'est comme ça. Pour parler de façon plus sérieuse sur des vrais États, des États avec plusieurs centaines de milliers d'habitants, on voit se dessiner une espèce de sociologie. Parmi les pays riches du monde, le pays qui a quasiment le moins d'incarcération par centaines de milliers d'habitants, c'est l'Islande, avec 38 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants. Comme il y a 330 000 habitants en Islande, ça nous fait quelque chose comme 110 prisonniers au total en Islande. Vient ensuite le Japon. Alors le Japon, c'est quand même très intéressant parce que c'est quand même un pays de 120 millions d'habitants, c'est quand même un des pays les plus peuplés du monde. Eh bien le Japon, il y a 45 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants, ce qui témoigne, toutes les personnes qui connaissent le Japon, que c'est une société très homogène, c'est une société où il y a un respect des règles innées et culturelles. Il y a une politesse, il y a des réseaux sociaux de surveillance généralisée. Je ne dis pas que c'est forcément formidable, mais il y a quand même un mode de savoir-vivre en commun qui fait que le Japon est un des pays du monde où il y a le moins de criminalité. Puis, si on monte petit à petit, on arrive à des pays qui sont encore avec des très faibles taux d'incarcération. Je pense à la Suède, à la Finlande et au Danemark, qui sont des pays scandinaves comme l'Islande. 57 incarcérés par centaines de milliers d'habitants en Suède, 57 en Finlande, 59 au Danemark. Ce sont donc des pays où il y a là aussi une tradition culturelle viking, si j'ose dire, scandinave ou nordique, avec des très faibles inégalités sociales, en tout cas beaucoup plus faibles qu'ailleurs, et vraiment une société où il y a une gigantesque classe moyenne et un sentiment d'entraide entre Scandinaves qui est très important. Vous savez que ce sont des pays, par exemple, où les ministres se promènent dans la rue, ils travaillent dans des open space avec leurs collaborateurs. Il y a une société vraiment particulièrement peu inégalitaire dans ces pays. Ensuite, on arrive aux Pays-Bas avec 59 personnes incarcérées. C'est encore très très faible, c'est comme au Danemark. La Norvège, 74, c'est un petit peu plus, ça reste faible. On monte un petit peu, on arrive à l'Allemagne avec 77 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants. Vous savez que, et la Suisse, 82, ce sont des pays quand même où on respecte la loi. Alors, pas tout le monde, bien entendu, mais c'est quand même des pays où le règne de la loi est important. Il y a quand même de la discipline, pas nouveau. Les Allemands sont disciplinés. On en arrive maintenant à des pays qui sont un petit peu moins respectueux des règles, un petit peu plus latins en Europe, si j'ose dire, qui tournent autour de la centaine de personnes incarcérées par 100 000 habitants. Je pense à la Belgique, nos amis belges, où il y a 94 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants, l'Italie, 96,
et la France avec 103 personnes par centaine de milliers d'habitants. Et puis on monte après, on arrive à la Corée du Sud, 114 personnes incarcérées, et la Chine, 118 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants. Ce qui veut dire d'ailleurs au passage qu'en Corée du Sud comme en Chine, il y a en moyenne quasiment 3 fois plus de personnes incarcérées, 2,8 fois plus de personnes incarcérées qu'au Japon qui est tout à fait à côté, ce qui montre bien qu'il y a des différences ethniques, et historiques, socioculturelles. L'Espagne est à 128 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants. Alors je ne vais pas donner tous les pays du monde, mais je vous livre là la suite. L'Algérie, 155 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants, donc 50% de plus qu'en France par exemple. L'Angleterre et le Pays de Galles, 156. Le Venezuela, que l'on décrit comme un pays avec une certaine violence, et également un pays dictatorial, 173. La Pologne, 195. Il y a plus de personnes incarcérées en Pologne qu'au Venezuela. Le Maroc, 227 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants. Israël, 265 personnes incarcérées, pays où il y a évidemment, comme vous le savez, une violence continuelle, notamment à cause du conflit israélo-palestinien qui n'est pas réglé. Il y a 265 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants. En Iran, qui est décrit comme une dictature, il y a une dictature religieuse, 287 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants, donc un peu plus qu'en Israël. Et puis, après ça, on est au-dessus des 300. Le Brésil, qui est un pays de tous les extrêmes, avec une forte violence, 320 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants. Puis la Russie aussi, où c'est un pays de tradition, où il y a beaucoup de violence, et puis il y a des violences notamment dans les républiques du Caucase. La Russie, il y a 420 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants. Et puis on arrive quasiment vers le trio de tête. J'ai écarté des tout petits États. Mais le Rwanda, où on a 434 habitants incarcérés par centaines de milliers d'habitants. Le Rwanda, donc dans l'Afrique des Grands Lacs. Ensuite, dans l'Amérique latine, il y a plusieurs petits États, mais notamment le Salvador, qui est considéré comme un des États les plus violents du monde, où il y a le plus d'assassinats, d'enlèvements, de crimes, etc. Au Salvador, on est à 597 personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants. Et enfin, les États-Unis d'Amérique, qui culminent à 666, c'est le chiffre de la bête, 666 habitants incarcérés par centaines de milliers d'habitants, c'est-à-dire que ça fait à peu près 6,4 ou 6,5 fois plus de personnes incarcérées par centaines de milliers d'habitants aux États-Unis qu'en France. Voilà la réalité de la situation américaine. Alors j'en arrive à la conclusion. Cette affaire George Floyd est épouvantable. On se met à la place de la famille, du défunt, etc. Mais ça n'est que, malheureusement, qu'un exemple, un symbole d'une violence raciale aux États-Unis, qui d'ailleurs dont sont victimes pas seulement les Noirs, ça je suis d'accord, il y a aussi des Blancs qui sont victimes de violences raciales, des Noirs qui sont victimes de violences raciales, des Hispaniques qui sont victimes de violences. En fait, c'est l'ensemble de la société américaine qui est victime d'une extrême violence. Et moi, je suis tout à fait éberlué de voir des articles de journaux qui décrivent la violence au Venezuela, nanana, alors qu'il y a 173 personnes incarcérées et qui ne disent, sauf que lorsqu'il y a une émeute qui prend des proportions planétaires, comme c'est aujourd'hui le cas, qui ne disent ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Ma conclusion, ça sera celle-là. Ça veut dire que nous, on est quoi? On est un pays, la France, qui est issu de plus de 2000 ans d'âge si on remonte à Vercingétorix, plus de 1500 ans d'âge si on remonte au baptême de Clovis, qui est vraiment la naissance du peuple français, plus de 1000 ans d'âge si on remonte à l'accession de Hugues Capet au trône de France à Noyon, qui va fonder la dynastie des Capétiens.
on a au moins 1500 ans d'âge en tant qu'État-nation, enfin en tant que structure nationale, fondée sur le baptême de Clovis, c'est-à-dire fondée sur les fondamentaux chrétiens et catholiques, puisque le baptême de Clovis, il s'appelait Clauveg, c'est un franc qui romanise son nom en Clovis et qui donc se convertit au christianisme. Et comme je l'explique dans ma conférence sur l'histoire de France, le clergé va demander aux Francs, donc à ces guerriers germaniques venus de la Germanie, qui se sont installés au nord de Lutèce, dans le pays de France, là où il y a actuellement l'aéroport de Roissy en France, justement, ce qu'on appelait la plaine de France. Ils vont demander le clergé catholique, à partir du moment où Clauveg se fait baptiser, prend le nom de Clovis, ils vont demander que les guerriers francs, qu'il y ait des mariages, qu'il n'y ait pas de mariage clanique, pas de mariage communautariste, on dirait à notre époque. Voilà. C'est-à-dire qu'un guerrier franc va prendre pour épouse une gallo-romaine, ou bien une franc va éventuellement épouser un gallo-romain. Et donc la naissance du peuple français, je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, ce sont à l'origine des Celtes qui étaient, comment dirais-je, avant même les Gaulois, plus des Gaulois, plus les Romains à partir de la guerre des Gaules, plus les Francs, et puis à partir du baptême de Clovis, si j'ose dire, on secoue le mélange, et on aboutit à ce peuple français qui est un peuple métissé dès l'origine, avec des bruns, des blonds, des roux, des gens qui ont les yeux bruns, les yeux bleus, les yeux verts, etc. Et donc il y a en France, en tout cas c'est une conviction que j'ai forgée à partir de nombreux voyages que j'ai faits dans de très nombreux pays du monde et continents du monde, je suis personnellement convaincu que la société française et que le peuple français est une des sociétés les moins racistes du monde. Et j'insiste. Et je crois que c'est vrai. Quiconque est allé aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ne peut que témoigner du racisme qu'il y a. Mais quiconque est allé dans d'autres pays du monde, aller en Chine, aller au Japon, aller en Corée, et examiner un petit peu comment ils considèrent d'autres peuples, et notamment les Africains. Mais aller aussi en Afrique ou aller dans les pays du monde arabe, vous verrez qu'il y a aussi un racisme dans le sens inverse. Il se trouve qu'en France, encore une fois, je dis pas que c'est mirobolant, mais je pense vraiment que les gens qui considèrent que les Français sont racistes, etc., sont des gens qui n'ont pas voyagé et qui ne se sont pas rendus compte de ce qu'il y a dans le reste du monde. En France, notre tradition à nous, c'est un pays pays de la laïcité, c'est un pays où le savoir-vivre ensemble, qui est pratiquement un mode de savoir-vivre, c'est qu'en France, on a le droit d'être ce que l'on est, d'avoir la religion que l'on a, la couleur de la peau que l'on a, les origines ethniques que l'on a, etc. Mais l'idée générale, c'est de ne pas choquer autrui par des comportements qui seraient par trop différents de l'état d'esprit français. Quelqu'un peut très bien être musulman, confucéen, agnostique, athée, juif, catholique, protestant, luthérien, orthodoxe, etc. Mais ça doit rester dans la sphère privée. Et je crois que c'est quelque chose de très sain. Et c'est pareil d'ailleurs quant aux origines ethniques, par exemple. Je voudrais d'ailleurs, à cet égard, raconter une anecdote. Je me rappelle, quand j'avais créé l'UPR en 2007, en 2009, il y avait eu les premières élections européennes. Nous étions très petits. On n'avait pas les moyens de présenter une liste, personne ne nous connaissait. Et donc, et à l'époque, on était tellement peu nombreux que j'avais pris l'initiative, pour faire connaître un petit peu l'UPR, eh bien, de faire une petite campagne pour appeler à l'abstention, puisqu'il n'y avait aucune liste qui proposait de sortir de l'Union européenne lors de ces élections, puisque nous n'avions pas les moyens, ni humains ni financiers, de le faire. Et donc j'avais moi-même d'ailleurs fait des tracts, c'était encore l'époque héroïque, j'avais tout fait, y compris le dessin, y compris le texte, tout ça était d'ailleurs, du point de vue du marketing, était entièrement à revoir, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais enfin c'était les prémices de l'UPR. Et je me rappelle, avec quelques militants, on était allés distribuer des tracts, je me rappelle qu'on en avait distribué près du parvis de la gare du Nord, et d'un seul coup, je me rappelle avoir vu deux jeunes Américains qui étaient des étudiants et qui étaient venus me voir et qui avaient voulu prendre le tract. Puis ils m'avaient demandé de quoi il s'agissait.
Et en fait, assez rapidement, il m'avait dit: que pensez-vous des États-Unis d'Amérique? Mais il m'avait dit: qu'est-ce que vous pensez de Barack Obama? Vous vous rendez compte? Nous, on a un président noir. Est-ce que vous vous rendez compte? Extraordinaire. Et j'avais dit: écoutez, franchement, moi, je m'en fiche un petit peu. D'abord parce que ce sont les affaires des États-Unis. Vous élisez qui vous voulez. Et deuxièmement, parce que le fait que quelqu'un soit noir, que ce soit une femme, que ce soit un noir, que ce soit un asiatique, finalement, ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est quelle est la politique qu'il va mener. C'est quand même ça. Quelle est son honnêteté politique? Quelle est son honnêteté financière? Est-ce que c'est quelqu'un qui va chercher le bien de ses compatriotes et la paix du monde? Or ça, de ce point de vue-là, c'est pas la couleur de la peau ou le sexe qui peuvent permettre d'en préjuger. Et puis surtout, je leur avais dit: mais écoutez, vous nous dites ça, mais nous, on a eu des personnes d'origine africaine ou des Noirs qui ont eu des prises des positions tout à fait considérables. Le premier haut fonctionnaire qui a rallié De Gaulle en 1940, c'était Félix Éboué, qui était gouverneur du Tchad, qui était d'origine guyanaise et qui était en fait descendant d'esclaves. Et en 1900, au début des années 60, le numéro 2 de l'État en France, le président du Sénat, c'était Gaston Monnerville, qui était noir. Et nous avons eu un nombre tout à fait significatif de ministres noirs, si c'est ça qui vous intéresse. Comme d'ailleurs maintenant, nous avons eu des ministres au cours des 20 dernières années, des ministres d'origine maghrébine, d'origine asiatique, voilà. Et alors, et d'un seul coup, quand je leur avais dit ça, ils buguaient. Ils croyaient que les États-Unis d'Amérique, c'était vraiment le centre du monde et que c'était une innovation extraordinaire qu'avaient faite les Américains. Au total, je vous mets en garde. Nous devons tous être très inquiets quant aux évolutions de la France sur le modèle américain. Ce qui a fait la joie de vivre des Français depuis le baptême de Clovis, ce qui fait notre joie de vivre, c'est qu'on ne se soit d'abord et avant tout des citoyens français. Peu importe notre couleur de peau, les couleurs de nos yeux, la couleur de nos cheveux, notre sexe, notre religion, ce qui importe, et c'est ça les grands acquis de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'égalité à la française. Or, ceci est actuellement contrebattu, détruit petit à petit par pans entiers, par notre appartenance à l'Union européenne et par le modèle nord-américain, le modèle américain, états-unien qu'elle sous-tend. Puisque derrière la construction européenne, il y a cette idée lancinante, c'est ce que je disais au début de cette intervention, il y a l'idée fondamentale de s'inspirer du modèle des États-Unis d'Amérique. On a remplacé la liberté par une espèce de surveillance généralisée maintenant qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes, et sans parler d'une espèce d'esclavage au travail, puisqu'on est en train de démolir des pans entiers de notre droit du travail pour lequel nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents s'étaient battus. Donc on est en train de revenir petit à petit à la loi de la jungle, en permettant à des employeurs d'avoir finalement de plus en plus de droits vis-à-vis des employés. Aux dernières nouvelles, on a vu que Madame Belloubet, un certain nombre de ministres laisseraient entendre qu'il faudrait que peut-être les Français acceptent de diminuer leur salaire suite à la pandémie de Covid 2019. Bon, on est en train progressivement de transformer les contrats de travail de faire perdre aux contrats de travail les protections qu'ils avaient pour avoir de plus en plus une société de liberté surveillée, pour ne pas dire d'esclavage au travail. Ça, c'est le premier point, la liberté. L'égalité est en train d'être remplacée par les inégalités, et les inégalités en France ne cessent de progresser depuis la libre circulation des mouvements de capitaux imposés par les traités européens, qui permet à un industriel en France de délocaliser son entreprise si ses salariés n'acceptent pas d'être payés comme des Bangladeshis ou des Chinois ou des Vietnamiens, eh bien à ce moment-là, ou des Slovaques, on va délocaliser à l'extérieur. Ça, c'est totalement permis par la libre circulation des mouvements de capitaux dans le cadre de l'OCDE et imposé par les traités européens. Donc, l'égalité est en train de se transformer en inégalité. Et la fraternité est en train de se transformer en communautarisme. Puisque, à partir du moment où les Français ont du mal à se retrouver dans les valeurs traditionnelles de la République française,
et que l'on nous impose un mode de vie d'importation qui est celui que j'ai décrit tout au long de cette intervention, eh bien, de plus en plus, les Français se referment sur eux-mêmes, sur leur famille, sur leur cercle d'amis, et sur le modèle américain, le contre-modèle, je l'appellerais, ont tendance à se rassembler par communauté. C'est le développement du communautarisme, c'est la fin de la République. Voilà. Et la dernière valeur, liberté, égalité, fraternité, la laïcité, la laïcité aussi est contrebattue par la montée du communautarisme religieux, conformément d'ailleurs à ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. En conclusion, j'appelle un petit peu toutes les personnes qui manifestent en ce moment, suite à l'affaire George Floyd, de bien comprendre qu'il faut aller chercher l'origine des causes. Ça ne suffit pas de se mobiliser contre le racisme, etc., ou contre les violences. C'est que la société, dans son ensemble, sécrète une violence par ses inégalités, son communautarisme, son refus d'avoir un État qui assure une certaine forme de justice et d'égalité sociale. C'est le modèle nord-américain qui suscite cela. C'est encore une des raisons pour lesquelles il faut que les Français comprennent que pour sauver cette France où il fait bon vivre, douce France, chantait Charles Trenet, pour retrouver cette douceur de vivre à la française, nous devons absolument avoir redressé l'État, et c'est ce que nous ferons lorsque nous serons arrivés au pouvoir. On rétablira ce que doit faire l'État en France, c'est-à-dire un État qui assure la justice, une certaine forme d'égalité sociale entre les Français, et qui ne tolère pas la montée continuelle des inégalités, parce qu'au bout du chemin, si on tolère la montée continuelle des inégalités, si on transige avec la laïcité, si on a des prises de positions internationales qui montrent que l'on fait preuve d'un deux poids deux mesures absolument scandaleux qui nous aliène telle ou telle partie de la population, eh bien progressivement, on ira vers ce vers quoi on va, une société à l'américaine. Et au lieu d'avoir 103 habitants incarcérés pour 100 000 habitants, c'est une statistique en France qui ne fait que monter, mais on n'en aura plus 103, on en aura 666 par centaines de milliers d'habitants, comme aux États-Unis. Eh bien ça, moi, je dis non. Vive la République et vive la France.